TDAH, comprendre le parcours vers le diagnostic. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste et micronutritionniste et je suis la fondatrice de NutriGenius. J'ai décidé de fonder NutriGenius à la suite du diagnostic du TDAH de mon fils, tout simplement puisque j'ai investigué des solutions et je voulais les présenter aussi aux parents qui, comme moi, à la suite du diagnostic de leur enfant, cherchent de nouvelles options, cherchent de l'ouverture, cherchent des thérapies qu'on leur a pas forcément proposées et c'est la raison pour laquelle ce projet existe. NutriGenius, c'est donc une plateforme qui informe de façon claire et scientifique autour du TDAH. C'est une plateforme qui vous informe aussi sur toutes les options que vous pouvez avoir pour aider votre enfant avant le diagnostic, pendant le diagnostic, après le diagnostic. Aujourd'hui, on va d'ailleurs parler du parcours vers le diagnostic du TDAH. Quels sont déjà les symptômes qui doivent nous alerter chez notre enfant? Quels sont les signes? Ensuite, comment ça se passe? À qui doit-on en parler? Comment se crée le diagnostic? Comment se structure en fait ce diagnostic, et ensuite quels sont les éléments qui sont mis en place et parfois les éléments qui ne sont pas mis en place, qui ne sont pas proposés, mais auxquels en tant que parent vous pouvez aussi penser. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est peut-être parce que votre enfant, il est constamment en mouvement, vous avez l'impression qu'il n'écoute rien, il est agité, il a du mal à se concentrer, et puis parfois l'école vous appelle ou vous convoque en vous disant « il est ingérable, il ou elle est complètement dans la lune en permanence, on a besoin de vous, il faut vraiment que vous alliez passer un diagnostic, on pense que votre enfant a peut-être un trouble déficitaire de l'attention ». Et si c'était vrai, si finalement c'était pas juste un problème comportemental, mais que votre enfant avait vraiment un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qui est vraiment lié à l'expression des neurotransmetteurs et au développement du cerveau. Aujourd'hui, on va donc parler du TDAH, déjà de quels sont les premiers signes, comment se passe le diagnostic et de ce que vous pouvez concrètement mettre en place à la suite de ce diagnostic. Allez, c'est parti! Du coup, quels sont les premiers signes qui doivent vous alerter? Eh bien, quand on pense à TDAH ou quand on pense à un enfant hyperactif, on a toujours cette image de l'enfant qui est hyper turbulent, qui bouscule tout, alors que c'est pas toujours ça. En fait, les symptômes du TDAH peuvent vraiment s'exprimer sur plusieurs registres. Le premier registre, c'est l'inattention, c'est-à-dire qu'on va avoir un enfant qui a du mal à se concentrer, qui a du mal à se poser, qui a du mal à écouter, qui va aussi avoir tendance à perdre, à disperser ses affaires, ne plus savoir où il a mis les choses. Ça peut être aussi un enfant qui tout simplement a du mal à suivre une consigne jusqu'au bout ou qui, par exemple, si vous lui donnez 3 consignes, eh bien, ne va retenir que la première. Ensuite, on a les symptômes qui sont vraiment liés à l'hyperactivité. Là, typiquement, c'est l'enfant qui bouge beaucoup, qui va avoir tendance à courir partout, à grimper sur les murs, qui a vraiment du mal à rester en place. C'est aussi un enfant que vous allez avoir du mal à contenir. Par exemple, pendant les repas, il va avoir du mal à rester assis, il va se lever sans arrêt. Et l'hyperactivité, elle peut se manifester aussi dans la façon dont l'enfant va parler. Souvent, ce sont des enfants qui parlent énormément. Et puis le troisième registre de critères, ce sont les critères d'impulsivité. L'impulsivité, c'est quoi? C'est l'enfant qui va couper la parole, qui va agir sans réfléchir et souvent qui va faire des bêtises en réalité, qui a aussi souvent du mal à attendre son tour, qui va essayer de griller un petit peu les files d'attente comme ça, et aussi l'enfant qui va avoir du mal dans le cadre de sa régulation émotionnelle et qui va avoir des crises explosive. Ce qui doit vraiment alerter, c'est pas un seul de ces comportements, c'est déjà la combinaison des comportements, mais aussi leur fréquence, leur intensité et à quel point ces comportements péjorent la qualité de vie de l'enfant et aussi de son environnement. Il faut comprendre aussi que souvent le contexte scolaire va jouer un rôle clé dans le diagnostic du TDAH. C'est d'ailleurs souvent les enseignants ou la direction de l'école qui va demander un diagnostic ou qui va conforter le parent dans la symptomatique du TDAH. Ce qui va être observé à l'école, c'est souvent un enfant qui a du mal à rester assis, qui a vraiment besoin de bouger, qui va avoir des difficultés à terminer un travail en cours, mais qui peut aussi avoir des relations difficiles avec ses pairs, c'est-à-dire parfois des relations qui vont être violentes, des incompréhensions, des comportements qui vont être inadaptés et qui ne seront pas compris par les autres enfants. On peut aussi malheureusement avoir des enfants qui se retrouvent en décrochage scolaire, tout simplement puisqu'en fait, ils ont du mal à exécuter la consigne, ils ne comprennent pas forcément la consigne, ils ne demandent pas forcément de l'aide, et donc là, ils vont se retrouver avec leurs critères d'inattention qui va s'exprimer plus, et commencer à décrocher au niveau de leurs compétences scolaires. Mais attention, un enfant en difficulté scolaire n'a pas forcément un TDAH, et l'inverse n'est pas vrai non plus. Un enfant
enfant qui a un TDAH n'est pas forcément en difficulté scolaire. On peut avoir des enfants qui ont un TDAH qui compensent très bien leur déficit d'attention par des compétences intellectuelles qui sont en réalité excellentes. Et d'ailleurs, ces enfants-là, ils vont souvent passer en dessous des radars et on va mettre beaucoup de temps en général à demander un diagnostic chez eux. Alors maintenant, dans le cœur du sujet, le diagnostic, une fois qu'on a pris cette décision, on a écouté ce que l'école a dit, on observe nous notre enfant, on se dit tiens, effectivement c'est intéressant, allons vers le diagnostic. Comment ça se passe réellement? Eh bien le diagnostic du TDAH n'est pas un diagnostic si simple que ça. Ce n'est pas ni une prise de sang, ni un IRM qui va vous dire de façon binaire, oui ou non, votre enfant a un TDAH. Le diagnostic du TDAH est un diagnostic clinique et comportemental, c'est-à-dire qu'il est basé sur le questionnement de l'environnement de l'enfant et également une observation de l'enfant. Le diagnostic du TDAH, il repose en fait sur un référentiel international qui s'appelle le DSM-5. Le DSM-5, en fait, c'est un outil finalement d'analyse qui va permettre d'aller investiguer différents critères qu'on va développer juste un petit peu après chez l'enfant et qui va permettre de poser le diagnostic. Il faut savoir que le diagnostic du TDAH sera posé seulement si l'enfant présente une liste de symptômes très précise, si ces symptômes sont là depuis plus de 6 mois, s'ils sont apparus avant 12 ans. Il faut savoir aussi que pour que le diagnostic soit posé, les symptômes doivent s'exprimer dans au moins 2 environnements, par exemple la maison et l'école, et ils doivent altérer la qualité de vie de l'enfant. Alors ce diagnostic, il va évaluer quoi exactement chez notre enfant ? Eh bien dans ce diagnostic, on a 5 critères qui vont être évalués, des critères tels que l'attention, tels que l'hyperactivité, l'impulsivité, la régulation émotionnelle et aussi bien évidemment les fonctions cognitives telles que l'organisation ou la planification. Et du coup, comment ça se déroule? Eh bien, le diagnostic va se faire en général en plusieurs étapes. Les premières étapes, ce sera les discussions avec les parents, mais aussi les enseignants. On aura ensuite des étapes d'observation de l'enfant et parfois des bilans un peu plus poussés neuropsychologiques. On parle rarement d'une seule séance, mais plutôt de plusieurs rendez-vous entre différents acteurs de l'environnement de l'enfant. En moyenne, on va avoir entre 2 et 5, voire 6 rendez-vous pour poser le diagnostic. Le diagnostic du TDAH n'est donc pas un diagnostic posé au hasard sur un seul critère. Il regroupe évidemment différents critères avec différents environnements qui sont questionnés. Et comme je le disais, c'est quand même un diagnostic qui est posé sur plusieurs séances, sur des questionnaires qui sont des référentiels internationaux. Et donc, c'est un diagnostic qui est particulièrement rigoureux et sérieux. Passons maintenant à une question importante, le diagnostic, ça sert à quoi réellement? Le diagnostic, déjà, il n'est pas là pour poser une étiquette, il est là à utiliser comme une clé de compréhension. L'idée, c'est de comprendre en fait que notre enfant a un fonctionnement neuroatypique, c'est-à-dire un fonctionnement différent, d'avoir de nouvelles clés de lecture et surtout de pouvoir en tant que parent produire de nouvelles actions aussi pour améliorer l'environnement de l'enfant et puis évidemment l'aider dans son développement. Le diagnostic, il permet donc d'établir finalement un état des lieux, mais surtout de mettre des actions en place, que ce soit à la maison ou à l'école. Et quelles vont être du coup les recommandations après le diagnostic? Ça, c'est très important puisque finalement, en tant que parent, on est souvent d'accord pour aller faire un diagnostic, mais la question qui trotte dans notre tête, c'est mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on va nous conseiller? Qu'est-ce qu'on va nous demander de mettre en place? À quel point ça va nous solliciter? Comment on va devoir s'organiser pour ça? La première recommandation, la recommandation numéro 1 sur le plan international post-diagnostic, c'est les adaptations scolaires. Effectivement, lorsqu'on a un TDAH, eh bien, on ne va pas vivre forcément l'école et les contraintes de l'école comme les autres enfants. Rester assis trop longtemps, souvent, est un problème. Donc, on va avoir, par exemple, des enfants qui vont se voir instaurer des pauses motrices. On peut aussi avoir un aménagement du temps, un placement particulier en classe. On peut aussi bénéficier de consignes simplifiées, d'outils visuels ou d'outils de planification tels que des time timers qui peuvent être utilisés pour justement aider l'enfant dans le cadre de ses fonctions exécutives. Le deuxième conseil, issu des consensus internationaux autour du diagnostic du TDAH, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation ou la guidance parentale, c'est-à-dire l'éducation des parents sur qu'est-ce qu'un TDAH, comment on interagit avec son enfant,
comment on peut apprendre justement à valoriser davantage l'enfant pour obtenir justement des comportements différents, comment on peut passer des contrats comportementaux avec son enfant. L'idée, c'est d'adapter sa posture parentale, d'apprendre à gérer les crises et surtout de mettre en place une stratégie éducative spécifique qui va nous permettre de développer exactement les compétences dont notre enfant TDAH a besoin. La guidance parentale ou la psychoéducation font partie des outils les plus puissants et malheureusement qui ne sont pas encore assez proposés pour les enfants TDAH. Mais si vous êtes dans cette phase diagnostique, pensez à ça directement. Une fois que vous avez le diagnostic, c'est l'une des premières choses à mettre en place de votre côté. Le troisième conseil, c'est parfois, même souvent, la médication. Les médecins vont vous dire, votre enfant, on peut lui proposer une médication qui va l'aider dans telle compétence et dans tel domaine. Cette médication, parfois elle est proposée, parfois elle ne l'est pas. Il faut savoir que même lorsqu'elle est proposée, le fait que l'enfant soit médicamenté n'enlève pas les adaptations scolaires et n'enlève pas la nécessité de réaliser la psychoéducation et la guidance parentale. La médication, elle peut être très efficace, elle peut être surtout rapidement efficace. Par contre, elle nécessite un suivi médical particulièrement encadré puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même sur la majorité des médications des effets secondaires chez les enfants et que ça doit être absolument encadré par un médecin de façon extrêmement rigoureuse. Et comme on l'a dit, la médication, même si elle marche sur le moment, évidemment ne remplace pas les autres approches. Et puis après le diagnostic, il y a aussi des approches qui sont souvent oubliées et pourtant qui sont des approches fondamentales. Et ces éléments-là, on ne va jamais vous les transmettre. C'est la raison pour laquelle je vais mettre un point d'honneur à vous les transmettre dans cette vidéo. La première chose, évidemment, j'allais pas finir sans vous parler d'alimentation, c'est l'alimentation. On sait qu'aujourd'hui, l'alimentation ne crée pas le TDAH. C'est pas parce que vous donnez du sucre à votre enfant qu'il va développer un TDAH. C'est pas parce que vous lui donnez des colorants qu'il va développer un TDAH. Pas du tout. Cependant, l'alimentation va augmenter ou diminuer les symptômes. Pourquoi ? Puisqu'en fait, ce que nous mangeons va clairement influencer notre stabilité glycémique. On sait que l'équilibre glycémique est essentiel à la production de dopamine et à la stabilité du système nerveux, mais au-delà de ça, l'alimentation va aussi influencer la production des neurotransmetteurs, dont la dopamine, la sérotonine, la mélatonine, le GABA, qui sont tous des neurotransmetteurs qui sont fortement impactés chez les enfants qui ont un TDAH. Et souvent, ces neurotransmetteurs-là sont diminués et beaucoup moins efficaces dans les cerveaux des enfants TDAH. Je ne vais pas détailler l'alimentation dans cette vidéo. Par contre, sur le site de NutriGenius, sachez que vous avez une formation qui est 100% gratuite, qui est destinée aux parents qui portent sur le TDAH et l'alimentation et déjà les choses que vous pouvez mettre en place qui sont vraiment des piliers pour votre enfant, mais aussi pour vous, en réalité pour toute la famille. Cette formation, elle est gratuite, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, vous avez juste à vous inscrire et ça va vous prendre concrètement à peu près 4 à 5 heures. Oui, c'est du temps, mais c'est du temps bien investi. Et puis le deuxième pilier qui est trop oublié, et celui-là, il est très important, c'est la complémentation. Pourquoi je vous parle de complémentation ? Parce que c'est vrai que quand on parle d'un enfant, on a rarement le réflexe d'aller complémenter les enfants, que ce soit en fer, en magnésium, en vitamines du groupe B. D'ailleurs, on a très peu de connaissances en tant que parents sur ce qu'on peut faire justement dans la complémentation de l'enfant. Et pourtant, les études scientifiques sont très claires. Les enfants qui ont un TDAH sont beaucoup plus carencés que les autres. C'est pas le cas que pour le magnésium, c'est le cas pour le magnésium, pour le zinc, pour la vitamine D, pour les vitamines du groupe B. À chaque fois qu'une étude est réalisée chez les enfants qui ont un TDAH versus les enfants qui n'en ont pas, les niveaux de carence sont beaucoup plus hauts. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On peut en conclure que les enfants qui ont un TDAH ont un cerveau neuroatypique qui est un cerveau qui ne dysfonctionne pas, mais qui surfonctionne. Les cerveaux TDAH sont des cerveaux surconsommateurs. Ils surconsomment de la dopamine, ils surconsomment des neurotransmetteurs, mais ils surconsomment aussi des vitamines et des minéraux. Alors certes, apprendre à bien manger, c'est la base. C'est la raison pour laquelle tout le projet NutriGenius repose aussi sur l'alimentation. Mais au-delà de ça, même en alimentant un enfant correctement, il est très difficile de couvrir les niveaux de carence chez les enfants qui ont un TDAH. Raison pour laquelle complémenter l'enfant est une idée et une fondation qui est vraiment intéressante dans le cadre du TDAH, et c'est la raison pour laquelle chez NutriGenius, on a créé un complément alimentaire spécifique qui regroupe tous les éléments qui sont scientifiquement étudiés pour les enfants qui ont un TDAH. Donc dans ce complément, on va retrouver bien évidemment du zinc, du magnésium, des vitamines du groupe B, de la vitamine C, du fer, mais aussi des acides aminés comme la tyrosine, on va retrouver du safran et on va retrouver aussi des probiotiques qui ont été étudiés pour
leur impact sur le système nerveux, sur les niveaux d'anxiété, sur la production des neurotransmetteurs. Puisque vous ne le savez peut-être pas, mais une grande partie des neurotransmetteurs du cerveau sont produits dans l'intestin. Donc un intestin qui marche, c'est un cerveau et un système nerveux qui marchent mieux aussi. La complémentation, ça ne se substitue pas à la médication. Pour moi, c'est une des premières choses à instaurer et c'est tout à fait compatible avec une médication si une médication est en place, bien évidemment. Donc vous l'aurez compris, l'alimentation, la complémentation, nourrir le cerveau de votre enfant, nourrir son système nerveux, ça fait vraiment partie des fondamentaux pour que son cerveau puisse donner le meilleur de lui-même et que vous puissiez développer son meilleur potentiel. Donc pour conclure cette vidéo, on peut se dire que le chemin vers le diagnostic d'un TDAH peut paraître très éprouvant pour un parent. Non seulement puisque ça questionne un petit peu tout notre environnement, tout notre modèle familial, ça questionne la santé de notre enfant et au-delà de ça, c'est extrêmement rigoureux, engageant en termes de temps aussi pour le parent. Par contre, c'est une clé de lecture qui est essentielle pour votre enfant, qui va vraiment vous permettre d'avancer avec lui et d'avancer main dans la main, de pouvoir aussi mieux comprendre comment interagir avec votre enfant, comment créer une relation harmonieuse. Et une fois que le diagnostic est posé, là vous aurez des outils, et vous aurez des outils sur plusieurs plans, des outils qui vous seront directement proposés, mais aussi des outils qui ne vous seront pas proposés. Et c'est la raison pour laquelle, pour tous ces outils-là, allez sur NutriGenius, on en parle sur nos réseaux sociaux, on en parle sur cette chaîne YouTube, on en parle dans nos podcasts, on en parle sur notre site, sur notre blog. Donc allez consulter. L'objectif, c'est vraiment de vous donner de la matière pour que vous puissiez, en tant que parent d'un enfant qui a un TDAH, avoir dans vos mains tous les outils dont vous avez besoin. Si vous avez reconnu votre enfant dans les symptômes qu'on a décrits, alors pensez au diagnostic, ça peut vraiment être intéressant d'initier ça pour lui. Et ne restez pas toujours que aux conseils qu'on vous donne. Oui, les conseils que les médecins vont vous donner sont essentiels et sont importants, écoutez-les. Par contre, soyez curieux et allez aussi chercher par vous-même ce que vous pouvez mettre en place pour justement optimiser le fonctionnement du cerveau de votre enfant, car il existe de nombreuses choses et vraiment des fondations qui sont très importantes. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, ça soutient justement tout le travail autour du NutriGenius. Pensez à la partager aussi aux parents qui se posent des questions, aux parents qui en ont besoin, aux parents qui se questionnent sur le diagnostic, aux parents qui viennent de faire le diagnostic, aux parents qui ont déjà fait leur diagnostic il y a longtemps. C'est vraiment important d'essayer de communiquer au maximum. Mettez-moi aussi en commentaire où vous en êtes, vous, en fait, dans votre parcours diagnostic. Est-ce que vous avez déjà un diagnostic? Est-ce que vous pensez le faire? Est-ce que vous avez une suspicion? Est-ce que vous avez peur de le faire? Et pensez à vous abonner à la chaîne NutriGenius, comme ça vous ne loupez rien de notre contenu. Je vous dis à tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.